Pékin est la capitale culturelle et artistique de la Chine. C'est la ville des musées les plus prestigieux du pays, avec des trésors classiques et des savoir-faire millénaires. Mais aujourd'hui, l'art est aussi dans la rue. L'art est dans les boutiques et dans les grands quartiers de galeries, où l'on trouve des artistes internationaux de premier plan. La Chine contemporaine voit émerger ses nouveaux talents. Le pays semble décidé à passer de la phase du « fabriquer en Chine » à celle du « créer en Chine ». Le Pékin de la création, ce sera mon parcours aujourd'hui. Avec de la soie, matière vieille de 3000 ans, la styliste Li Wei fait des créations résolument contemporaines. L'artiste Wang Chuan est un chasseur d'images de dragons, l'emblème de la Chine impériale. J'ai le privilège aujourd'hui de découvrir les coulisses du très traditionnel opéra de Pékin et sa jeune génération d'artistes. Rencontre avec un dessinateur hors du commun. Il va m'initier au monde des bulles chinoises. Dans les rues de Pékin, on entend souvent retentir des airs d'opéra, un genre très populaire ici. Ce matin, j'ai obtenu un accès privilégié à l'école de l'opéra de Pékin pour une répétition à huis clos. C'est ici que les plus grands artistes sont formés à cet art qui combine le chant et l'acrobatie. Le professeur Li est un des grands acteurs de l'opéra de Pékin. Il est déjà à l'œuvre avec ses élèves. N'oubliez pas de partir du bas, vers le haut. Ils suivent la formation à un rythme bien cadencé. Faites de plus petits pas. Cours le matin, entraînement l'après-midi, 6 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est la dernière répétition avant l'examen de fin d'année. Comme ils débutent à peine, si on leur fait porter les costumes, ils vont avoir du mal à marcher parce que c'est très lourd. Pour l'instant, ils ont déjà des chaussures compensées. Les costumes, ce n'est pas pour tout de suite. Vous connaissez déjà tous les rôles pour les avoir dansés beaucoup. Donc, pour leur apprendre, vous leur montrez tous les gestes ? Oui. Ce qu'il y a de plus difficile et de captivant en même temps dans l'opéra de Pékin, c'est que la technique se transmet par l'oral. Mais ce qu'il y a de plus profond, ça ne se transmet pas, ça se ressent. Et vous êtes un spécialiste de quel type de rôle ? Le rôle des combattants. Je transmets essentiellement l'art des répliques et des combats. Qu'est-ce que vous leur proposez comme image pour les aider à interpréter les personnages, pour les expressions ? Des connaissances générales de la vie de tous les jours. Beaucoup de choses dans l'opéra chinois viennent en fait de notre quotidien. Apprivoiser le cheval, le monter, le caresser, lui faire ressentir sa présence, la tête, la selle, tapoter sur son dos pour voir s'il est bien stable avant d'y monter. Tout ça, c'est des gestes pour monter à cheval. Vous voyez ? Sur scène, le geste est sublimé. Lorsqu'on monte à cheval à l'aide d'un montoir, comme ça, on peut aussi dire que c'est monter à cheval. Lève la tête. La jambe arrière. Vous savez encore les faire, vous, ces sauts-là ? Regarde. Waouh. Ah ouais, c'est... Oh non, vous faites pas mal, vous faites pas mal. Là, c'est moi sur scène. Ça, c'est moi en général dans les 3 royaumes. Gao Chong, la Zhao Yun. C'est un métier très dur. Les entraînements sont particulièrement usants. Pour avoir un niveau de base, il faut faire 6 ou 7 ans d'études. Après ça, on doit faire encore 4 ans d'université pour avoir le diplôme, ce qui fait 10 ans en tout. Mais une fois diplômé, il n'est même pas sûr qu'on devienne un bon acteur et qu'on puisse monter sur scène. Peut-être qu'au bout de 10 ans d'études acharnées, on est relégué à jouer des rôles de figurants. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le jeune Xian. À 13 ans, il va monter ce soir pour la première fois sur la scène de l'opéra. Je serai là. En attendant, j'ai rendez-vous au nord de la ville, dans une ancienne friche industrielle où sont concentrées toutes les galeries d'art contemporain. Le quartier s'appelle le 798. Il est grand comme un arrondissement de Paris. Je vais rencontrer Adrien, c'est un galeriste français. Il expose de la bande dessinée. Ici, c'est un art qui est toujours considéré comme subversif. Tiens, bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui. Alors voilà ta galerie. Oui, voilà la galerie. Ça a été
compliqué de monter ça, mais on a réussi. On a fait ça en 6 mois et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on existe. Et pour la prochaine expo, là, hier, Lu Ming m'a déposé des choses, voilà. Alors ça, c'est Lu Ming. Oui, c'est un des gars qui s'est fait, lui, d'ailleurs, connaître par cette publicité, cette fameuse publicité où il a gagné le Lion d'Or de Cannes en 2008 pour sa publicité pour une marque de sport. Ouais, on voit qu'il a une dextérité incroyable avec l'huile. Et à côté de ça, des talents de graphiste, voilà, exactement. Voilà, ils ont des talents comme des gens qui entertain, c'est-à-dire que c'est un loisir, c'est-à-dire de lire des BD, etc. Mais l'art en tant que tel et la reconnaissance des artistes de bande dessinée n'a pas encore été. Tu sais qu'en Chine, on ne pouvait pas utiliser son nom en tant qu'artiste, puisqu'on travaillait pour l'État. Et donc, c'est d'ailleurs la femme, je crois, de Mao qui a interdit ça. On ne signait pas l'étoile, parce que l'étoile était au service de l'État. On peut aller le voir si tu veux. Voilà. Et pourquoi tu as choisi Lu Ming pour l'expo? Je sais pas, Lu Ming, déjà, c'est un gars que j'aime bien. Je trouve qu'il a quelque chose de vraiment profond. Tu le sens torturé, tu vois, il a vraiment quelque chose. Et puis, c'est quelqu'un qui a été exposé à tout. Il a fait de la pub, il est hyper drôle en BD. Et il est très connu aussi en Europe. Exactement. Qu'est-ce qu'ils lisent, les petits Chinois, dans les années 80, à l'époque où la BD n'est pas diffusée? Il y avait beaucoup de bandes dessinées chinoises à l'ancienne. Tu vois ce que c'est? C'est un phénomène que nous, on connaît assez peu en Europe. C'est vrai qu'il y avait un espèce d'ancêtre de la BD qui s'appelle le Lian Huanhua. Ce sont des images, c'est du trait, qui sont illustrées avec en dessous une phrase. Quand on était petit, on lisait des BD comme ça. Au début, elles étaient de toute petite taille. Et puis, avec le temps, ça a évolué. Et c'est devenu comme c'est maintenant. Ah, ça, c'est déjà pour plus grand, ça. Oui, c'est aussi pour les adultes. Donc, si je veux faire un peu savante, il faut que je dise les manhwa chinois, les mangas japonais et la BD française, européenne. Quoi. Voilà. La traduction est parfaite. Tout ça, ça va être comics. Voilà, comics. Comics, manhwa. Comics, manhwa, manga. Voilà, BD. BD. Voilà, c'est la même chose. Et alors, quand tu as commencé à dessiner toi-même de la bande dessinée, quels sont les thèmes qui t'ont traversé? Ça, je l'ai fait lorsque j'avais 16 ans. Et puis... Et ça, c'est un livre qui a été traduit en français, donc qui a circulé dans le monde entier. Exactement. Ça, c'est la version française. En italien, en espagnol. C'est biographique? Tu racontais ta vie quand tu avais 16 ans? En 96 et 97, je passais le plus clair de mon temps à dessiner. Et j'ai fait de la musique avec des copains. Et de la moto. Un beau jour comme ça, j'ai appris qu'un ami avait eu un accident mortel en moto. Alors avec des amis, on s'est demandé comment on serait mort à sa place. Pour le gosse de 16 ans que j'étais, ça m'a incité à réfléchir sur le sens et la valeur de ma vie. Et puis petit à petit, mes œuvres ont évolué vers ce type d'œuvre. Ça, c'est une création de 2008. C'est un dessin qui est très travaillé. Là, on peut déjà voir que le style dans l'ensemble a beaucoup changé par rapport à ce que je faisais avant. Je me suis tourné plus vers la peinture. Est-ce que Pékin t'inspire particulièrement? Est-ce que c'est une ville qui te nourrit pour ton travail? Ça, c'est l'Assemblée nationale. Et là, vous verrez que c'est une école. Ça, c'est vraiment trait pour trait mon école. Ça, c'est mon lycée. Et puis dedans, vous verrez exactement les mêmes bâtiments. Par exemple, les mêmes boutiques. Et puis tout l'établissement. Tout est pareil. Ah, la construction du nid d'oiseau. La construction n'est pas encore terminée. Une fois fini, vous voyez, c'est très beau. Mais avant la fin de la construction, vous avez l'impression que c'est un... On a l'impression que c'est une masse de métal qui prend vie. Le fameux stade olympique, le nid d'oiseau. Il est devenu depuis peu le nouvel emblème de Pékin. Mais il y a un autre motif qu'on voit partout, le dragon. C'est le symbole de la Chine impériale, dont Pékin est la capitale depuis 700 ans. Forcément, le dragon des empereurs a marqué la ville de ses multiples empreintes. On en voit absolument partout, à commencer par ce célèbre mur des 9 dragons, qui date de l'époque de la dynastie Qin, au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le dragon est toujours le symbole du pouvoir. Voici un immeuble qui rappelle sa forme en plein centre-ville. J'ai rendez-vous maintenant avec un photographe spécialisé sur le thème du dragon, Wan Chuan. Il chasse dans tous les coins de la ville la trace du dragon d'aujourd'hui. Ça, c'est une imitation du mur des 9 dragons, Oui. dont l'original, beaucoup plus grand, est à la Cité interdite.
Maintenant, cette œuvre se reproduit à grande échelle et elle se vide de son sens. La première fois que je l'ai vue, j'étais choqué. Ah, tu étais choqué parce que le dragon a quelque chose de divin, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, tous les différents dragons que tu vois ici et que tu vas voir sont faits ici, dans ce village. Et ton obsession des dragons, d'où vient-elle? Le peuple chinois a toujours vu le dragon comme l'emblème de la nation. Et en plus, les Chinois se considèrent comme descendants du dragon. Le dragon représente dans la culture chinoise tout ce qu'il y a de plus fort, de royal, de meilleur. Regarde un peu tout ça. Et ce mur, qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu quelque chose comme ça dans un village, dans la province du Shanxi. C'est de la décoration pour des résidences privées. Et les gens vivent toujours dans cette tradition. Et pour moi, si les gens n'utilisent plus ce genre de symbole, ce sera de l'histoire ancienne. Oui. Mais si on continue à l'utiliser, alors ça reste une tradition. Tu prends une photo de la limousine, là? Oui. Ah d'accord, je comprends. Le plus important pour moi, c'est la relation entre ce genre d'objets. Parce qu'on a là deux symboles complètement différents. Ce genre de combinaison étrange, c'est monnaie courante dans la société chinoise. Mais une certaine beauté s'en dégage. Ah Et cela découle de cette confrontation, non? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette partie du dragon? La moustache. La moustache. Ah, la moustache. C'est donc la moustache du dragon. Je prépare une expo sur le thème du dragon. J'ai pris en tout plus de 200 photos ici. Et finalement, j'en ai sélectionné 2. Bien sûr, les 2 photos doivent être en harmonie parfaite avec les autres photos de la série. Et combien de photos de dragons as-tu prises? J'en ai 35 images pour le moment. D'accord. Cette série s'appelle « Gros plan sur le dragon ». Retour dans le nord de Pékin, tout à côté du quartier d'art 798. Nous sommes à Xiaotsandi. C'est dans ces quelques rues que se sont regroupées les galeries dédiées à la photographie. Wen Chuan veut me montrer le résultat de son travail sur le thème du dragon. Tu me montres? Tu connais ici? Non, c'est la première fois que je viens là. Et là, on a été ici, non? Tu reconnais? C'est le village d'où on vient. Ces céramiques sont des reproductions de qualité médiocre. Elles sont vendues partout en Chine. On peut donc les voir à travers le pays. Donc pour moi, c'est de la production de masse. L'image parle d'elle-même, de cette perte de l'aura du dragon. Ah oui, ça c'est les... Oui, c'est la fameuse danse du dragon. Avant, c'était un rituel sacré. Dans le passé, on vivait de l'agriculture et elle dépendait beaucoup de la météo. Alors, les danses des dragons étaient la prière pour la pluie, parce que les dragons géraient le ciel. C'était un rituel chargé de sens. Aujourd'hui, on fait toujours les danses du dragon, le 5 mai. Mais les danses ont perdu leurs aspects sacrés et ne sont plus que des spectacles, des shows. Elles n'ont plus de rapport avec la météo ni avec la pluie. Une fois la cérémonie terminée, on plie les dragons comme des vulgaires accessoires. La fête se termine sans que les cœurs des hommes soient touchés. L'icône du dragon n'a plus la signification d'autrefois. Elle a perdu son authenticité. Ce que je vois surtout à travers ton travail, c'est qu'aujourd'hui, l'image du dragon en Chine, on l'utilise absolument pour tout et n'importe quoi. Oui, le dragon peut protéger les hommes. Il peut aussi représenter un avenir meilleur. C'est le symbole même du pouvoir. Il a le contrôle absolu sur la nature. Tous ceux qui utilisent l'image du dragon ont un but commun: bénéficier de sa protection et de sa bénédiction. Par exemple, sur cette photo, on construit un nouveau complexe immobilier. On va d'abord y construire une sculpture du dragon. Alors, les entrepreneurs immobiliers, les autorités locales et les habitants ont tous la conviction que la présence d'un dragon pourra leur apporter de bonnes choses.
Me voici de nouveau au cœur de la ville, à Tianmen, le quartier historique du commerce. Entièrement démoli, puis reconstruit à l'ancienne, le quartier accueille toutes les enseignes les plus prestigieuses. J'ai rendez-vous avec Li Wei, une styliste qui travaille la soie, cette matière noble inventée par les Chinois il y a 3000 ans. Bienvenue dans la plus célèbre boutique de soierie de Pékin. Quelles sont les soies traditionnelles, les soies classiques les plus utilisées? Alors nous avons ici devant nous du brocart. Il est souvent utilisé pour faire des robes chinoises traditionnelles, les tipao, ou des hauts traditionnels chinois. Oui, alors la couleur rouge est très présente en Chine. Les Chinois l'adorent. Rouge comme les lanternes rouges et aussi rouge comme les murs de la cité interdite. Alors toutes ces couleurs que tu vois là sont en général réservées pour les fêtes. Mais en temps normal, on choisit quand même des couleurs plus sobres. Est-ce que les Pékinois sont élégants? En fait, ça dépend des métiers. Par exemple, les artistes, ils vont plus porter du lin, du coton. Les hommes d'affaires chics vont préférer la simplicité. Ils vont porter de la laine ou de la soie. Mais la majorité des gens vont préférer porter des choses plus bariolées, qui attirent davantage les regards. Donc plus tu montes dans la société, plus tu es sobre, simple. L'élite de nos jours préfère la simplicité. Pas trop serré, hein? Pas trop. Ne marquez pas trop sa taille. Ouais, je trouve ça bien. Plus échancré, jusqu'ici. Si Li Wei connaît si bien la soie, c'est parce que c'est la matière qu'elle privilégie dans son travail de styliste. Li Wei est également enseignante à l'université. Elle m'a ouvert la porte de son atelier. Là, on est dans votre atelier. Oui, voici mon atelier. On est sur le campus des Beaux-Arts de l'université Tsinghua. Comme je suis professeur ici, j'ai droit à un grand espace. Voilà quelques-uns de mes étudiants. Et ce département consacré à la mode, il existe depuis combien de temps? À l'origine, c'était l'École nationale des arts manuels. Elle a été créée il y a environ 60 ans. Alors ça, c'est une collection qui date d'il y a plus de 80 ans, c'est-à-dire des années 20. Ce sont essentiellement des robes traditionnelles. Elles sont à la mode de Shanghai de l'époque. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Regarde, c'est la structure vestimentaire chinoise la plus traditionnelle. La coupe est faite à plat dans une seule pièce de tissu. Il n'y a pas de couture. En effet, il n'y a pas de couture. Il y en a une là, c'est tout. Et en plus ici, regarde, ici. Il n'y a pas non plus de couture. Ce n'est pas cintré au niveau de la taille comme les robes de style européen. La forme est marquée grâce au contour. Ça, par exemple, ça ressemble un peu à une peinture, n'est-ce pas? Comme une peinture chinoise. Alors, la forme a été influencée par l'Occident, mais les motifs restent traditionnels. Ah oui. Lorsqu'on porte ça, c'est très gracieux. Et ça, c'était des robes portées par les élégantes, des femmes riches? Alors tout ça, toutes ces robes étaient portées par des femmes de famille riches. Surtout celle-ci en noir. Elle est magnifique. Oui, en plus, regarde cette matière. Ça ne se trouve plus en Chine maintenant. Oui, tout ça, c'est influencé par l'Occident. Ouais. Quand on voit cette robe, on pourrait penser à la calligraphie un petit peu, les coups de pinceau. Est-ce que vous avez été directement influencé par un peintre chinois? Oui, je l'ai été. Oui, j'aime beaucoup Zhao Wuti, qui habite en France d'ailleurs. C'est directement inspiré de ses peintures. Ah oui. Est-ce que c'est joli? Très bien, Et c'est est-ce ça. que le principe de la transparence
Ça va bien avec la pudeur des Chinois. Le style traditionnel chinois est plus couvert que ça. C'est assez bien couvert en fait. Alors ça, c'est plus moderne. C'est un mariage de l'Orient et de l'Occident. J'aime le côté transparent, cette émancipation de la tradition. Alors, qu'est-ce qui reste de l'influence chinoise dans cette robe? L'influence chinoise, c'est surtout la teinture. Cet indigo est typiquement chinois. Oui. C'est très créatif, hein? C'est génial. Et c'est influencé par quel peintre, ça? Zhang Xu de la dynastie des Tang. C'était un calligraphe. Oh, c'est très romantique aussi, ça. Ça te va très bien, très bien. C'est très joli. Dis-lui qu'elle est belle. C'est magnifique. C'est pas tout ça, mais le temps passe et j'ai promis au professeur Li de l'Opéra de Pékin de me rendre au spectacle où son jeune protégé fera ses premiers pas ce soir. Le maquillage et les costumes pour un spectacle d'opéra nécessitent des heures de préparation. Chaque personnage a son masque qui répond à des codes précis. Voici le jeune premier, le clown, le général colérique et la jeune première. Je retrouve le jeune Diane en tenue de guerrier. Il est tout en blanc, la couleur du personnage gentil. Est-ce que tu as un peu peur? Oui. Le poing pas trop serré. Pendant la répétition, parfois tu es un peu trop lent. Le professeur Li me dit que la première représentation marque à vie la carrière d'un acteur. Lui qui est toujours une des étoiles de l'Opéra de Pékin se souvient encore de sa première fois. Mais ce soir, il me confie que c'est lui qui a plus le trac que son jeune protégé. La scène raconte un combat entre deux adversaires dans l'obscurité totale. L'opéra est avant tout un art de la suggestion. Une première réussie pour notre jeune acteur. Bonne chance à lui, en espérant qu'il rejoindra bientôt les grands noms du prestigieux opéra de Pékin. Ma journée de demain est consacrée au Pékin intime. J'accompagnerai un jeune couple de mariés dans leur séance de photos très romantique. Dans un temple bouddhiste, je rencontrerai Lily, qui exerce un métier tout nouveau en Chine, psychologue. Quelle vie a une jeune femme de 20 ans à Pékin aujourd'hui? Réponse avec 4 filles dans le vent qui ont monté leur groupe de rock.